Bonjour, donc on va aborder aujourd'hui une partie de la fonction convertir pour les deuxièmes STM, c'est-à-dire sciences et technologies mécaniques. Cette partie, c'est le traitement thermique des aciers et les courbes TRC et TTT. Donc ce chapitre, donc, il permet, si vous voulez traiter une pièce, signifie améliorer les caractéristiques d'une mécanique d'une pièce, c'est-à-dire la dureté et la résistance à la rupture d'une pièce initiale qui a une résistance initiale faible, comme un C40 par exemple. Donc on va voir comment améliorer ces caractéristiques mécaniques en jouant sur la structure cristalline des métaux. On va tout d'abord aborder c'est quoi la structure cristalline des métaux, c'est-à-dire en observant au microscope une surface métallique. Il montre que le métal est constitué d'un assemblage de grains dont les surfaces communes constituent ce qu'on appelle les joints. On va voir ça sur la micrographie d'un acier. Et sur ce schéma, donc, la modélisation d'un grain et le joint de grain qui est situé par les frontières entre chaque grain. Donc, c'est quoi la structure cristalline? C'est la façon dont les atomes sont empilés les unes sur les autres. Les métaux sont, comme vous savez, les métaux sont formés de monocristaux au grain. On appelle soit un monocristal ou un grain, disposés côte à côte dans la forme plus ou moins régulière et polygonale, comme cette forme-là. Cette structure cristalline est à l'origine de leur propriété mécanique. Il influe sur les caractéristiques mécaniques et physiques. Donc, pour traiter une pièce, on va jouer sur la structure cristalline de cet acier. On va voir sur ce diaporama la structure cristalline, une microstructure de la ferrite, qu'on va parler tout de suite de c'est quoi la ferrite. Il est formé, comme on a dit, d'un assemblage de grains et ce qu'on appelle les monocristaux, ou ici sur ce schéma, c'est un empilage à l'intérieur de chaque grain. Il y a un empilage de mailles qu'on appelle ici une maille élémentaire de l'acier. Donc on va voir qu'ils sont, pour modéliser ça, pour décrire les structures cristallines, et les commandes de représenter les atomes comme des sphères en contact. Le principe, donc il faut savoir que lorsque le métal est liquide, à l'état de fusion, les atomes occupent des positions quelconques et ils sont très mobiles et en état d'agitation thermique. Donc, au moment de la solidification, les atomes se rassemblent, ce qu'on appelle les germes, pour former la structure correspondante à leur nature. Donc, au cours de refroidissement, ce qu'on a parlé tout à l'heure, les germes se développent en attirant les atomes les plus proches lors de la solidification pour former un grain. Donc, on a dit que la structure, c'est un assemblage de grains. Chaque grain étant appelé un monocristal, c'est la croissance qu'on voit ici. À la fin de la solidification, le métal est formé d'un ensemble de grains. Les frontières des grains sont appelées des joints de grains, comme on voit sur ce schéma, et aussi sur la micrographie de la ferrite, sur le schéma, l'autre schéma. À l'intérieur donc des grains, les atomes en contact les uns avec les autres, disposés régulièrement, forment des empilements compacts. Les réseaux cristallins ainsi formés sont appelés des mailles. Donc les mailles sont les unes à côté des autres. Les mailles rencontrées les plus fréquemment sont la maille cubique centrée. Et cubique, il y a trois, le cubique centré, cubique à face centrée et hexagonal
Donc on va les voir ici sur ce diaporama. Donc il y a les métaux qui cristallisent sous maille cubique centrée. Donc il y a, si on prend un cube, donc les atomes sur chaque sommet et un atome à l'intérieur. Les métaux qui cristallisent sous cette forme, il y a le manganèse, comme vous connaissez, donc ça c'est la symbolisation chimique des métaux, manganèse, chrome, tungstène, le fer alpha. Donc ces métaux, ils ont une propriété qui est haute résistance et peu ductile. Les métaux qui cristallisent sous maille cubique centrée, c'est-à-dire à face centrée, pardon, donc c'est-à-dire il y a les atomes sur les sommets et sur les faces. Les atomes qui cristallisent sous cette forme, il y a l'aluminium, le cuivre, le fer gamma, comme on va voir tout à l'heure. Donc ils ont une résistance ils résistent au cisaillement et ils sont très ductiles. Et il y a la dernière structure cristalline, c'est un maille hexagonale. Donc, c'est le magnésium, le zinc, qui sont un peu fragiles et ductiles. Donc, l'acier, comme vous savez, donc, il est composé de ce qu'on appelle du fer et du carbone. Donc le fer, il possède la particularité de fer, qu'il possède deux structures cristallines, donc différentes. Au-dessous de la température d'austinisation, on va parler après de cette température, le fer possède une structure cristalline cubique centrée, qu'on appelle fer alpha. Et à partir de la température 906 à 1400, le fer change de structure et possède une structure cubique à face centrée qu'on appelle fer gamma. D'accord, on va voir ça sur ce schéma. Donc, que le fer, il change de structure, il passe de la température ambiante jusqu'à la température d'austinisation, qu'on va voir la température d'austinisation sur le diagramme fer-carbone, et il dépend du pourcentage de carbone. Donc, il passe au fer gamma qui a une structure cristalline cubique à face centrée. Donc, le carbone, il faut savoir aussi que le carbone, ils font à 3500 degrés et cristallise sous trois formes possibles, le graphite, le diamant et le noir de fumée. Pour les alliages fer-carbone alliés avec le fer, les atomes de carbone, les atomes de carbone remplissent plus ou moins les interstices, c'est-à-dire les interstices, c'est le vide qui est entre les atomes de fer. Donc ici, si on peut voir la modélisation des atomes de fer comme des sphères, donc pour tous les alliages, ils ont deux façons de s'allier. Donc soit en substitution, c'est-à-dire l'atome de l'alliage en petite quantité enlève un atome c'est-à-dire du métal de base, soit par insertion, c'est-à-dire elle remplit l'espace ou le vide entre les atomes. Pour l'alliage fer-carbone, il a cette structure. Donc il reste sous certaines conditions d'équilibre, le carbone peut s'amalgamer ou s'assembler sans dissolution au fer pour former ce qu'on appelle la cémentite, c'est-à-dire Fe3C, c'est 3 atomes de fer et un atome de carbone, ce qu'on appelle la cémentite. Donc la structure d'un alliage, comme j'ai dit, dépend en grande quantité de la composition de l'alliage et de la température de l'alliage. Les structures d'un alliage sont étudiées, on va voir tout à l'heure, à l'aide du diagramme fer-carbone qui donne des indications sur sa structure en fonction de sa composition et de sa température. Il est donc important de comprendre que les positions relatives des atomes de fer et de carbone changent
avec la température. Et que ce sont ces migrations qui sont à l'origine des changements de structure des aciers décrits par le diagramme fer-carbone. Donc, le diagramme fer-carbone est composé, comme vous voyez, donc, uniquement de l'acier, fer-carbone, donc des lignes AC1 et AC3. Donc, c'est-à-dire, et aussi une ligne qu'on appelle, on distingue ici le pourcentage de carbone maximal que vous connaissez, c'est 1,7%. Et aussi, donc, il est divisé en deux types d'aciers, les aciers hypoétectoïdes et les aciers hyperétectoïdes qui ont un pourcentage de carbone supérieur à 0,80. Et les aciers qui sont les plus industriels, ils sont situés dans cette zone. Donc, de la température ambiante jusqu'à la ligne AC1, qui est environ 720-21. Donc, l'acier, si on chauffe par exemple l'acier, il est composé de ce qu'on appelle la ferrite et la perlite. Et lorsqu'on dépasse ici la ligne AC1, donc ici si vous voulez, c'est quoi la ferrite? On va parler de, si vous voulez, c'est le fer alpha qui a une structure associée avec le carbone, qui a une structure cristalline cubique centrée. Et lorsqu'on dépasse la ligne AC1, le fer, comme on a dit tout à l'heure, il change de structure, il passe à une structure cristalline à face centrée, qui est fer gamma associé avec le carbone, qu'on appelle de l'austenite. Donc, lorsqu'on dépasse la ligne AC1, qui est environ 721, donc si vous voulez, il est constitué uniquement de l'austenite. Ici, la pièce se transforme en austenite au fur et à mesure jusqu'à, si on prend par exemple une température de 0,4 qui est C40, donc la température qu'on a parlé tout à l'heure d'austenitisation, c'est-à-dire qu'il se transforme en austenite, c'est le fer gamma associé avec le carbone, on l'appelle austenite, donc c'est environ 840. Donc, comme on a vu tout à l'heure, les phases, chaque phase est caractérisée, c'est ça les phases, chaque phase est caractérisée par une structure bien définie qui dépend de la position que prennent les atomes de carbone par rapport aux atomes de fer, qui sont beaucoup nombreux. Donc, la structure cubique centrée pour la ferrite, donc on a dit la ferrite, c'est le fer alpha associé avec le carbone, donc on l'appelle, qui a une structure cristalline cubique centrée, on l'appelle la ferrite. Et la structure cubique face centrée pour l'austenite, les atomes de carbone s'insèrent tous entre les atomes de fer pour former une structure très compacte. Et il y a un autre, on a parlé d'une structure plus complexe qu'on appelle de la cémentite, c'est le Fe3C, 3 atomes de fer plus un atome de carbone. On va voir sur ce schéma explicatif. Donc ici le fer alpha, donc le fer de la température ambiante jusqu'à la température d'austenisation, associé avec le carbone, l'atome de carbone. Donc on l'appelle donc de la ferrite. Donc on l'appelle de la ferrite, donc la structure qui a le fer, qui possède le fer, structure cristalline jusqu'à la température 721, donc associé avec associé jusqu'à 720 à peu près, parfois on est à 727, donc là on l'appelle de la ferrite. Et aussi l'austenite, j'ai dit lorsqu'on dépasse cette température, le fer change de structure, il passe à une structure cristalline à face centrée, qu'on appelle fer gamma associé avec le carbone, qu'on appelle de l'austenite. Et il y a une troisième, la cémentite, c'est
Donc c'est le Fe3C, donc 3 atomes de fer plus un atome de carbone. Donc on va voir, si vous voulez, la structure au micrographique, donc ici de la perlite, des lamelles, si vous voulez, et en blanc, c'est lamelle en noir, c'est la cimentite, et en blanc, c'est la ferrite. Donc la perlite, c'est l'association entre la ferrite et la perlite. Donc la même chose ici, on voit sous forme micrographique les aciers hypoétectuides, c'est-à-dire qui ont un pourcentage de carbone inférieur à 0,8%, et aussi les hypoétectuides qui ont un pourcentage de 0,8% à 1,7. Pour les aciers hypoétectuides, donc l'austenite a moins de 0,88% se transforme en ferrite et plus perlite. Au refroidissement, l'austenite se transforme d'abord en perlite, mais comme il n'y a pas assez d'atomes de carbone pour obtenir que la perlite, il reste toujours une petite quantité de ferrite qui ce sont les plus utilisés, comme j'ai dit tout à l'heure, industriellement. C'est les aciers hypoétectuides qui ont un pourcentage de carbone inférieur à 0,8%. Donc on trouve toujours un C40, C45, C35. Donc il y a les aciers qui ont le pourcentage de carbone 0,8%. L'austenite a 0,8% de carbone, se transforme en perlite. Et pour les aciers hyperétectuides, l'austenite a plus de 0,8%, se transforme en cimentite plus perlite. Tout le carbone initial lors du refroidissement ne pouvant être dissous et consommé par la perlite. Les atomes qui restent s'amalgament avec le fer pour former ce qu'on appelle la cimentite, le Fe3C. On voit sur ce diaporama, sous forme la micrographie de la ferrite, et ici une schématisation de la ferrite pour les aciers hypoétectuides, ferrite plus perlite. Donc ici, la ferrite, elle forme les joints et les aiguilles de la perlite. Donc, c'est la micrographie des 3 types d'aciers, les aciers hypoétectuides, les aciers étectuides qui ont un pourcentage de 0,7 ou 0,8, et les aciers qui ont un pourcentage supérieur à 0,7 ou 0,8, donc les aciers hypoétectuides qui sont constitués de la cimentite et de la perlite. Ici, uniquement, les aciers, c'est de la perlite, c'est l'association entre la perlite et si vous voulez, la ferrite et la cimentite. En passant maintenant au traitement thermique proprement dit, donc l'objectif, comme on a vu tout à l'heure, c'est d'améliorer les performances des aciers. Donc, comme ça, la structure et les propriétés mécaniques des aciers, qui sont la résistance à la rupture élastique, la dureté et l'allongement pour cent, et la résilience, c'est les initiales des propriétés mécaniques. La résilience des aciers peuvent être modifiées par un chauffage suivi d'un refroidissement à durée contrôlée. C'est-à-dire, on va voir que la durée est faible, c'est-à-dire la vitesse rapide. Les propriétés des aciers sont liées à leur microstructure qu'on a parlé ici, dans la masse, c'est-à-dire le chauffage de la surface jusqu'à l'intérieur. Donc, 2 types de traitements thermiques. On distingue 2 types de traitements thermiques. Les traitements dans la masse, c'est-à-dire on trempe toujours la pièce entière, et il y a un traitement de surface. Nous, on aborde uniquement les traitements dans la masse, qui sont les 3 types de traitements thermiques qu'on aborde. C'est les trempes, les revenus et le recuit. On va voir c'est la différence. Le but de chaque. Donc sur le diagramme fer-carbone, on distingue ici les zones
de trempe et de recuit, c'est-à-dire lorsqu'on dépasse la ligne qu'on a parlé tout à l'heure de la ligne A3 ou AC3. Donc AC3 plus 50, on ajoute 50. Donc c'est la zone de trempe et de revenu. Et il y a la zone de revenu. Donc traiter une pièce sous forme de l'analyse fonctionnelle ou la SAT. Donc traiter une pièce, c'est-à-dire la chauffer à une température d'oxydation et un temps de maintien dans un four. D'accord? Puis la refroidir dans un bac de refroidissement à une vitesse de refroidissement qu'on va c'est ça, une pièce traitée, donc c'est chauffer et refroidir, mais à vitesse, c'est-à-dire à vitesse rapide. On va voir le refroidissement qui influe sur la vitesse de refroidissement qui influe sur la structure cristalline. Donc il y a donc plusieurs moyens de refroidissement, soit une vitesse instantanée par l'azote liquide, soit vitesse rapide à l'eau froide, soit vitesse moyenne à l'huile minérale, soit lent, c'est-à-dire l'air calme. Donc on retrouve les caractéristiques initiales. Le but de la trempe, donc, c'est, comme on a dit, c'est d'améliorer les caractéristiques d'un acier, amener l'acier à une dureté maximum et tenace. Donc, le cycle que subit la pièce, donc c'est un cycle de 3 parties, le chauffage, puis le maintien, et une vitesse, donc un refroidissement rapide. Comme vous voyez ici, la durée elle est faible, donc une vitesse rapide. On passe au cycle qui est important. Donc le cycle, donc ici pour un acier, un C40, j'ai dit donc la micrographie, donc elle est constituée la phase perlite plus la ferrite. Donc lorsqu'on chauffe cet acier à une température d'oxydation qui est AC3 plus 50 et on maintient la pièce, donc ici à une température, c'est-à-dire que l'acier constitue de l'austinite, c'est-à-dire fer gamma plus le carbone, et on refroidit rapidement, on ne retrouve pas les mêmes constituants de départ. C'est-à-dire les atomes restent sursaturés sur la maille. On distingue ici des aiguilles noires sur un fond clair qui caractérise la martensite, qui est le constituant de la trempe, qui est très dur, qui donne la dureté à la pièce. La martensite, donc, qui est très dure, une dureté HB, c'est-à-dire la dureté Brinell, environ 750, et très fragile, c'est le constituant de base des aciers trempés. Dans le cas où la vitesse n'est pas suffisante, suffisamment rapide, moyenne, donc il y a formation d'une autre constitution qu'on appelle tendre labinite. Donc on va voir que, si vous voulez, quelques micrographies en fonction de la vitesse de refroidissement. Ici, donc le recuit. Donc pour vitesse moyen, refroidissement moyen lent, donc on n'a que la perlite. Refroidissement étagé, on trouve la dureté entre 40 à 60 de la binite, et aussi une vitesse moyenne rapide, perlite fine pour la binite, la dureté environ HRC, c'est-à-dire Rockwell, 40, et pour un refroidissement rapide, 500 degrés par seconde, on a la martensite plus la binite. Et pour un refroidissement très rapide, supérieur à 500 degrés par seconde, on n'a que la martensite qui est environ HRC 60, c'est-à-dire que la pièce elle est très dure, HRC 60. Les propriétés de la trempe, donc on a dit qu'il permet d'améliorer ou d'augmenter la résistance à la rupture élastique et la dureté, mais l'inconvénient qu'elle diminue la résilience et l'allongement.
Et aussi, il amène aussi l'apparition des tensions internes génératrices des déformations et des criques, c'est-à-dire des fissures sur la pièce. Donc toujours la trempe est suivie d'un autre, obligatoirement suivie d'un autre traitement qu'on appelle le revenu pour remédier aux inconvénients de la trempe. Donc le revenu est effectué systématiquement après la trempe, ce cycle thermique que subit la pièce constituant un chauffage entre 200 à 600 degrés, puis d'un maintien à température suivie d'un refroidissement lent. Donc le chauffage a 200 quelques propriétés pour les températures de chauffage, à 200 pour éliminer les tensions internes, dû au refroidissement brutal de la périphérie de la pièce sur le corps dilaté et la contraction brutale de la périphérie lors de la trempe, engendre des tensions entre le cœur et la périphérie, ce qui donne ce défaut. Et le chauffage entre 200 et 600 pour rechercher une valeur de caractéristiques mécaniques précises. On va voir tout à l'heure après le maintien et un refroidissement lent. On va voir sur le cycle de revenu. Donc après toujours la trempe, j'ai dit à une température à C3 de plus 50, donc c'est plus 50, à C3 plus 50 degrés, refroidissement rapide, suivi d'un autre, c'est-à-dire traitement, qui est le revenu à une température inférieure à C1, environ 600, et un maintien, puis un refroidissement lent. Ici, on voit ici la distinction entre le temps de trempe et le temps de revenu très grand, c'est-à-dire un refroidissement lent. Ça, pour chercher, par exemple, la température de revenu, donc on va voir une application d'une bride. On cherche donc un acier en C40. On cherche une résistance élastique en 700 et 800 mégapascales. Donc, on va voir sur ici. Donc, j'ai dit, on cherche ici la résistance entre 800, 600 et 800. Donc, c'est ici cette résistance, RE. C'est ça, RE. Puis, on projette sur l'axe des abscisses, on trouve la température de revenu, c'est 600. Donc ça, il faut, 550, entre 400, 500, 600, donc 500, 550. Donc on trouve la température du revenu, c'est 550. C'est ça, donc on chauffe à température, puis suivi d'un maintien à durée 1 heure à 550. Donc les propriétés du revenu, c'est augmentation de la résilience et on cherche, si vous voulez, un compromis entre les deux. Donc la trempe, comme on a vu, elle permet d'augmenter la résistance à la rupture, la résistance limite élastique et la dureté, et puis elle diminue la résilience et l'allongement. Et le revenu, il permet de diminuer légèrement la résistance à la rupture élastique et la dureté. On passe au troisième type de traitement, c'est le recuit. Le recuit, donc, c'est-à-dire lorsqu'il est appliqué, lorsqu'on veut annuler les effets de la trempe. Comme vous savez, une pièce trempée, on ne peut pas lésioner. Donc, pour éliminer les effets de la trempe, qui est la martensite très dure, et revenir à l'état initial, c'est-à-dire la ferrite plus perlite, on applique le recuit, ou il est appliqué aussi aux pièces moulées, qui ont si vous voulez, les grains deviennent gros, pour les pièces soudées et aussi pour les pièces forgées. Donc on va voir le cycle de l'intérêt d'effectuer un recuit et de mettre l'acier dans une certaine structure pour permettre l'usinage ou la mise en forme par des formations plastiques ou de générer la structure. Pour la génération de la structure,
Exemple de structure observée au microscope. Donc, le recuit, le cycle thermique que subit la pièce consistant en un chauffage en 700 et 1000, toujours aussi le recuit à une température supérieure, qu'on l'a vu tout à l'heure dans le diagramme fer-carbone, la zone de trempe et de recuit en 700, en fonction de cette température, il dépend du pourcentage de carbone, puis un maintien à température suivi d'un refroidissement lent. C'est ça la différence entre recuit et trempe, c'est le refroidissement lent. C'est-à-dire pour retrouver les constituants de départ. Donc ici, l'état recuit, on distingue des grains sombres, constitués de perlite et de grains caractérisant la ferrite. Comme j'ai dit, on retrouve les constituants qui a l'acier au départ, c'est la ferrite plus perlite pour les aciers hypo et tectoïdes. On distingue différents types, comme j'ai dit tout à l'heure, les différents types de recuit. Le recuit d'homogénéisation, il détruit l'hétérogénéité de la chimique des aciers et il est appliqué pour les aciers bruts ou de coulée, c'est-à-dire pour les pièces moulées. Aussi, le deuxième type de recuit de régénération, il affine et uniformise le grain de métal. Le troisième, le recuit de détente, il fait disparaître les contraintes internes après le moulage ou le soudage. La pièce soudée, il donne des contraintes. Il y a le recuit de recristallisation pour les aciers forgés. Et le dernier, c'est le recuit complet, qu'il facilite, c'est-à-dire après une trempe, il facilite l'usinage et la déformation à froid et la déformation en faisant disparaître les constituants les plus durs qui sont la martensite. Ici, sur les cycles de recuit, donc le cycle de recuit d'homogénéisation, après trempe, donc le cycle de recuit. Donc là, après, si vous voulez, pièce, pardon, ici la pièce qui a une pièce moulée. Donc, les grains deviennent gros, donc on applique le recuit d'homogénéisation. Et aussi, il y a le recuit d'affinage pour affiner le grain. Le grain il est gros, donc on affine le grain. Il y a aussi le recuit d'adoucissement. Tous les températures, c'est AC3, supérieur à AC3 plus 50. Ça, c'est le recuit complet d'adoucissement, c'est-à-dire une pièce impossible d'usiner. Pour la rendre l'usinage, donc on applique ce recuit complet d'adoucissement pour retrouver ici la dureté très dure, la martensite. On passe à l'austinite et puis on refroidit une vitesse lente pour retrouver les constituants de départ ferrite plus perlite. Et le dernier, c'est le recuit de cristallisation pour les pièces forgées, c'est-à-dire après l'estampage ou donc les grains donc, se défendent. Après, on va les recristalliser. Donc on passe cette... Ça, c'est uniquement le recuit. On passe au diagramme, les courbes TRC et TTT. Les courbes TRC, c'est les initiales de trempe en refroidissement continu. Et les diagrammes, les courbes TTT, c'est trempe en refroidissement étagé, c'est-à-dire en stop à des températures. Puis observer le principe de ces courbes qui sont établies par expérience pour chaque type d'acier. Elles permettent, si l'on connaît la loi de refroidissement de la pièce, de prévoir la structure finale de l'acier après traitement thermique de trempe, c'est-à-dire de quoi est constituée la martensite ou la martensite bénite ou la perlite, etc. C'est-à-dire la structure finale, c'est la dureté, et sa composition qui est, c'est-à-dire la ferrite, la perlite, etc. On va faire une petite application pour un acier 30 Ni CR11,
On a rappelé un acier faiblement allié à 0,30% de carbone et 11 sur 4 nickel, 11 sur 4 pôles nickel et quelques traces de chrome. Donc on va faire, si vous voulez, le A800, optimiser la pièce à 850 et le maintien à 30 minutes. Donc ces diagrammes sont, j'ai dit, les diagrammes connaissant les lois de refroidissement, c'est-à-dire sur le cycle, j'ai dit le cycle de trempe, chauffage, maintien et refroidissement. C'est ça les cycles, sont tracés sur un transparent et puis on superpose ce transparent sur le diagramme TRC qui a cette allure pour cette nuance de matériaux qu'on a vu tout à l'heure, 30 NI, 30 NI CR11. Donc c'est ça le diagramme TRC. On superpose ces courbes de refroidissement. On distingue qu'elle est composée de 5 domaines. Il y a le domaine 1, ce qui est constitué de l'austenite, c'est-à-dire lorsqu'on chauffe à une température d'austenitisation, on a l'austenite. Après, lorsqu'on refroidit, en fonction de la caractéristique, c'est-à-dire la dureté désirée, donc on va voir qu'il est constitué sa composition finale et le temps de refroidissement. Donc sur l'axe des ordonnées, il y a la température et sur l'axe des abscisses, à l'échelle logarithmique, il y a le temps en secondes. Donc il y a le domaine de la ferrite en vert, le domaine de la perlite en rose, et le domaine de la binite en bleu, et le domaine de la martensite en jaune. Ici, le MS signifie c'est le début de la transformation en martensite, martensite star, au début de la transformation en martensite, à partir de cette ligne. Ici, c'est 50% et ici, 80%. Les chiffres qui sont, c'est le pourcentage de chaque, si vous voulez, de l'austenite transformée à l'extérieur de chaque courbe. C'est le pourcentage de chaque l'austenite qui a été transformée à l'extérieur de chaque courbe, à la sortie. Et ici, la dureté recherchée. On va voir, il était bien expliqué ici. Les duretés obtenues en fonction des vitesses de refroidissement sont notées en bas du diagramme. Les chiffres à la sortie du domaine de la ferrite, j'ai dit il y a les 4 domaines, le domaine de la ferrite, domaine de la perlite, domaine de la binite, domaine de la martensite. Les chiffres à la sortie de chaque domaine, ferritique, perlitique et binitique, indiquent la quantité de l'austenite qui a été transformée. C'est-à-dire, au début, il y a 100% de l'austenite. Après, il se transforme au fur et à mesure, dans chaque domaine correspondant. Connaissant la loi de refroidissement que j'ai dit tout à l'heure tracée sur un transparent, je l'ai déjà expliqué, en plastique, on superpose ce diagramme au diagramme TRC, qui est les 5 domaines, qui la représente. Donc, chaque nuance de matériau a un diagramme correspondant. La lecture s'effectue en observant les domaines traversés par cette courbe. En partant du début de refroidissement, chaque domaine traversé correspond à une structure correspondante, ferrite, perlite, binite, présente dans la structure finale dans une proportion qui est indiquée sur le diagramme. Donc, comme je disais tout à l'heure, les A, si vous voulez, c'est l'austenite, F, la ferrite, C, cimentite, M, c'est la martensite, F plus C, suivant les niveaux, soit de la perlite, soit de la binite. Donc, j'explique ça. Donc, il y a 5 domaines. Domaine 1 de l'austenite, domaine de la ferrite, domaine de la perlite, binite et de la martensite. Exploitation du diagramme. Donc, ici, on va voir qu'il y a, donc je reviens ici à la dureté, les 4 échantillons, on va revenir au diagramme.
l'échantillon de diamètre 10, 20, 40 et 80. Donc, on va revenir au diagramme. Revenons au diagramme TRC. Voilà. Donc le diagramme TRC ici, on va étudier les 4 échantillons, diamètre 10 mm, échantillon 20 mm, et l'échantillon 40 mm, et l'échantillon 80. Donc pour l'échantillon, le premier échantillon, 10 mm, donc c'est ça, si vous voulez, sa courbe de refroidissement. Il passe donc de l'austenite au domaine de la martensite. Donc ici, c'est-à-dire on a 100% de la martensite plus de l'austenite résiduelle. Donc la dureté trouvée, c'est 50 HRC. Donc la dureté, c'est pour le deuxième. Donc le deuxième échantillon, c'est presque la même chose. Il n'a pas traversé le domaine de la binite. Donc, si vous voulez, la même chose, mais la dureté environ entre 50 et 47, donc c'est environ 48. Mais le temps de refroidissement est différent. Pour l'échantillon de diamètre 40, voilà, donc il a traversé, donc pour l'échantillon diamètre 40, si on suit la courbe dès le début, donc il passe du domaine de l'austenite, 100%, et il se transforme. Donc on a ici diamètre 40, le chiffre qui est à la sortie du domaine de la binite qu'il a traversé. Donc l'austenite transformée, c'est 20%. Donc ici, 20% de la binite. Et le reste, c'est donc de 100%, donc 80%, parce qu'il entre dans le domaine de la martensite, donc 80% de martensite. Et la dureté, c'est environ entre 40 et 47, 42, comme ça. Et le dernier échantillon, diamètre 80, donc il traverse aussi le domaine de la binite. Le chiffre qui est à côté, à la sortie du domaine de la binite, c'est 60. Donc 60% de l'austenite transformée en binite, donc 60% de binite, et le reste, il entre dans le domaine de la martensite jaune, c'est 40% de martensite et 60% de binite. Et la dureté, c'est 33. Mais la vitesse de refroidissement, elle est un peu grande que l'autre. Donc on passe le tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'est le résultat de ce que je viens de... Voilà. Donc pour l'échantillon diamètre 10, la dureté recherchée finale, c'est 50 HRC et 100% de martensite. Pour l'échantillon, deuxième échantillon du diamètre 20, donc la même dureté presque, mais la même chose, 100% de martensite, mais la vitesse est différente de refroidissement. Pour le troisième échantillon de 40, environ 45 HRC, dureté Rockwell, 20% de binite et 80% de martensite. C'est-à-dire, pour le quatrième échantillon, pardon, je touche la dureté, c'est 37 HRC, et donc les constitutions, même composition finale, c'est 60% de binite. Il a traversé le domaine de la binite, donc on a vu le chiffre à la sortie, c'est 60. Et il reste donc, on fait le complément de 100, moins 100, ça fait 40% de martensite qui reste. On termine par les diagrammes ou les courbes TTT, donc le temps, température, transformation. Le but
Et le principe de ces courbes sont, ils permettent d'étudier l'évolution aussi de l'austenite à une température de maintien isotherme inférieure à C3, c'est-à-dire on stop. Et puis, plusieurs échantillons d'un même acier sont chauffés à la température d'austinisation, puis refroidis rapidement vers des températures de maintien isotherme différentes. On prend par exemple 3 températures. On va analyser le diagramme. C'est ça, le diagramme TTT, qui a cette allure. J'ai dit, on refroidit la pièce à une température isotherme θ1 et θ2. Et on va voir, si vous voulez, les transformations de cet acier. Si vous voulez, on voit, c'est le début de la transformation, T0, et pour cette température est la fin de la transformation. C'est la période ici de la transformation de cet acier. Ça, c'est le domaine de la binite, ferrite, perlite. Ici, de la ferrite, comme tout à l'heure. Là, on a de l'austenite, il se transforme ici, après, en ferrite, puis ici, en perlite. Ici, le domaine de la binite se transforme en binite.